de dégringole vers les pauvres, on dit souvent ça que la richesse dégringole vers les pauvres. Elle ne le fait que par deux voies possibles, hein, les impôts et les salaires. Or, si on diminue les salaires... Oui, mais les impôts, hein. Oui, enfin bon, si tu ne payes pas de salaire, ça ne dégringole pas, quoi, hein, ça reste bloqué en haut. Voilà. Hein, donc, et alors si... bon, alors d'autres choses, mais je crois que c'est important de le dire parce qu'ils répètent toujours ça alors que c'est une absurdité, quoi. Hein. Il suffit simplement, bon, si je donne, si grâce à mon argent, hein, je crée de l'emploi et tout ça partout, mais que je ne donne pas de salaire, eh bien, ils n'auront rien du tout, quoi. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Hein. Alors, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein, d'autant que maintenant, on remplace les emplois par l'esclavage. Hein, donc, bon. Alors, rendre... oui, la base de calcul, quelque chose qu'il faudrait créer un débat public là-dessus, hein, important, la base de calcul de l'impôt et des redistributions. Il faut demander un revenu minimum et pas un salaire minimum. La base de calcul doit être la même pour le calcul des impôts et le calcul du droit de redistribution des allocations. Hein, parce que sinon, on n'arrivera jamais à faire un impôt global, hein, sur tous les revenus. Hein. Il faut demander un revenu minimum. Ce qui fait que, parce que dans les revenus, il y a les salaires, hein, il y a les taxas, hein, il y a les allocations, il y a les rentes. Hein. Bon. Donc, si on prend comme base de calcul l'ensemble de tout ça, hein, eh bien, on ne va évidemment pas fournir des allocations supplémentaires à quelqu'un qui a déjà plein de revenus, qu'on a rentiers et ainsi de suite. Hein, donc, il faut faire admettre une base de calcul identique, hein, pour le calcul des impôts et le calcul des allocations pour redistribution. Donc on ne redistribue pas à ceux qui n'ont pas assez donné, hein, et ainsi de suite. Alors, oui, mais... bah oui, on n'a plus que 10 minutes, donc autant oui, partager. Oui, mais enfin, bon, j'ai donné quelques petits machins comme ça pour ne pas trop tirer en longueur, mais La question, mais ce n'est pas vraiment une question. Bon, mais je voulais répondre. Non, je voulais ajouter une réponse. Oui, il y a une question aussi. Hein, enfin, bon, on l'a donné. Mais je voulais aussi ajouter une réponse à la question qu'avait posée Frédéric. Parce que finalement, c'est une question très importante, hein, à laquelle les gens ont posé des questions. Mais en réalité, c'est tout simple, la réponse à ça. Hein, nous, avec nos bonnes intentions, nous imaginons que nos gouvernants, hein, et les chefs d'entreprise aussi ont de bonnes intentions comme nous, alors que c'est pas vrai. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, et on voit bien avec le TTIP et tout ça, hein, ils veulent supprimer la démocratie, supprimer le droit, hein, des citoyens d'intervenir sur les choix industriels. Hein, donc, bon, un industriel qui se dit, hein, j'ai le droit, je dois conserver le droit que tout ce qui est faisable, hein, je dois pouvoir faire tout ce qui est faisable, hein, et récupérer de l'argent là-dessus, hein, alors qu'en réalité, hein, tout ce qui est faisable n'est pas souhaitable. Et n'est pas souhaitable, ça c'est le rôle de la politique qui doit intervenir, hein, entre disons, les possibilités, hein, de la science et des applications de la science. Donc on n'a pas le droit de fabriquer des bombes, on n'a pas le droit d'exploiter l'esclavage et tout ça. Et ça, ce sont des choses qui doivent intervenir. Hein, c'est ce qui a été dit au niveau de la critique. Mais non, parce que justement... Ah, j'ai entendu que tu rajoutes un élément supplémentaire. Mais non, c'était dedans. Que les dominants sont aussi volontairement machiavéliques. Voilà. Ils sont volontairement, parce que ce qu'ils cherchent, hein, c'est supprimer le droit aux individus d'intervenir là-dessus. Hein, et, donc, alors on se dit, ça a l'air paradoxal. Non, mais ça a l'air ça a l'air paradoxal, ça a l'air aberrant le comportement, alors qu'il est tout à fait normal qu'ils le fassent, parce que eux, ils veulent détruire la démocratie. Et ils veulent empêcher les gens. On a compris, donc maintenant, je suis derrière vous. Merci. Oui, voilà, ma question, c'est est-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'il y a de la place pour mener en parallèle des politiques qui visent à réduire l'écart des revenus
nos goûts, mais avant l'impôt. Donc il y a un exemple qui a été cité, c'est augmenter les salaires bruts, mais bon, au niveau des autres revenus. Est-ce qu'il y a une place pour ça? Bon. La politique salariale n'est pas une compétence européenne et on nous le rappelle suffisamment souvent. Ce que je constate, c'est que quand on a dit ça, et qu'on observe les recommandations spécifiques par pays, recommandations d'amis, que la Commission fait à chacun des pays, en fait, quand je dis la Commission, elles sont entérinées par le Conseil, c'est-à-dire c'est les pays qui se font les uns aux autres des recommandations. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de recommandations en matière salariale. Flexibilisation des négociations collectives, suppression de l'indexation automatique et tutti quanti. Tout ça, ce sont des éléments de politique salariale qui ne sont pas de compétences européennes et qui pourtant font l'objet d'interventions européennes massives et répétées. Donc la première chose qu'on peut faire au niveau européen, si on veut favoriser une plus grande justice salariale, c'est arrêter de faire ça. C'est d'abord arrêter de pousser les États membres dans le sens de plus grandes inégalités salariales. C'est la première chose à faire. Est-ce qu'il y a un espace pour ça? Il y a un espace, à condition qu'il y ait une majorité politique pour ça. Parce que là, rien n'empêche une majorité politique différente de celle qu'on a aujourd'hui de faire autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Deuxième élément qui peut contrer ça, c'est justement alors commencer à pousser dans l'autre sens, c'est-à-dire forcer à l'établissement de standards minima sociaux au travers de toute l'Union européenne, que ce soit en matière de couverture de sécurité sociale, en matière de revenus. Ce sont des choses que, s'il y a la volonté politique, qui peuvent se faire dans le cadre européen. C'est quelque chose de parfaitement envisageable. Mais il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obstacles légaux à faire ce genre de choses. Par exemple, je veux dire, la Commission européenne recommande à la Belgique d'abolir l'indexation automatique. La Commission européenne pourrait, dans d'autres circonstances, recommander au Royaume-Uni d'abolir le contrat à 0 heure. Donc, ils sont ces contrats de travail. Quand vous les avez signés, vous n'êtes plus chômeur, mais la garantie de temps de travail que vous avez est précisément 0. Donc, on te téléphone vendredi pour dire si lundi, on a besoin de toi. D'accord? Et mardi, ce sera entre midi et midi et demi. D'accord? Ça, c'est légal au Royaume-Uni. Ben, me semble-t-il, ça peut faire partie des choses qui seraient rendues illégales par des standards de travail décent communs au niveau européen. Et de nouveau, est-ce qu'il y a l'espace? Il n'y aura l'espace que s'il y a la volonté politique de le faire, et Marco ajouterait, il n'y aura la volonté politique de le faire que si les mouvements sociaux sont là. Mais c'est évident. C'est évident. Je veux dire, si les gens acceptent de se faire tondre sur pied, rassurez-vous, on les tondra. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, moi je suis effrayé, honnêtement dit. Je dis, mon épouse enseigne dans l'enseignement secondaire ici à Bruxelles, dans une école qu'on appelait à discrimination positive, maintenant à encadrement différencié, indice socio-économique 2 sur une échelle de 1 à 20, d'accord, vous situez. Eh bien, quand il y a eu les grèves tournantes il y a un an, à la salle des profs, ils étaient moins d'une poignée à faire grève. Moins d'une poignée à faire grève, délégués syndicaux compris. Je dis, moi, si je suis Charles Michel, je me dis, mais c'est formidable, on rentre dedans comme dans du beurre. C'est formidable. Et donc, à un moment, je veux dire, la volonté politique, elle n'existe que quand il y a comme une pression des guerres. Mais l'espace, il existe. Il existe, mais il faut aller chercher. L'espace pour taxer les multinationales, il existe. C'est pas qu'il y ait une sorte de réalité immanente qui nous empêche de. Vous savez, il n'y a aucune entreprise dans le monde qui se dit « Ouais, 500 millions de consommateurs européens, j'ai vraiment pas envie. » Parce qu'ils me taxeraient à 25% ou à 30% ou même à 40%. Si je ne peux garder que 60% de mon profit, je ne viens pas. Vous en connaissez beaucoup, vous? Moi non. J'en connais beaucoup qui préfèrent 60% à 0%. Et donc, si l'Europe ose jouer de son pouvoir, c'est-à-dire l'accès à son marché, et ne plus dire qu'ici on vient comme on veut, quand on veut, en payant d'impôts, en payant pas d'impôts, en payant les gens, en les payant pas, en payant des salaires ou non, eh bien, une fois qu'on arrête de se mettre dans cette espèce de naïveté, et qu'on dit, ben, les règles du jeu en Europe, c'est celle-ci, et si vous voulez accès au marché, eh ben, c'est comme ça. Ça ne vous plaît pas, on n'a pas besoin de vous. Il y aura toujours des gens qui voudront faire de l'acier, faire du pain, vendre des voitures ici en Europe. Il y en aura toujours.
Mais il faut oser jouer ça. Et se dire, ah oui, mais on peut pas parce que sinon les gens vont fuir. Allez, ça suffit quoi. On appelle ça la servitude volontaire. Si tu as des règles, si tu as des règles, Non, mais ça va de soi que c'est évidemment à partir de là. Mais seulement pour arriver à ça, il faut des majorités. Et ces personnes sont ici minoritaires. Et ce sont des minorités actives, mais qui doivent encore gagner. Au Parlement européen, j'ai assisté à la conférence de presse qui parlait de taxes. Ben, on voyait bien qu'il n'y avait que 2 partis qui ont soutenu, et les socialistes, je l'ai dit devant M. Laoueche, il n'y a que 12%, d'après ce que j'ai compris, des membres du Parti socialiste européen qui ont voté pour soutenir la création de la commission, se disant il ne faut pas donner trop de pouvoir à cette commission. Donc d'un côté, je trouve que c'est très positif parce que ça révèle vraiment les fractures à l'intérieur des partis et la déconsidération pour ce problème qu'on entretient. Mais de l'autre côté, voilà, donc on en est là. Je conclure le débat par une dernière question en laissant la priorité à une militante. Parler un peu concret, on a la chance d'avoir 2 parlementaires, profitons-en. Bon, on parle du déficit de la démocratie, elle n'existe quasiment plus, bon, etc. D'accord. Alors maintenant, il faudrait des solutions concrètes. Alors, moi, j'ai 2 idées, mais je vais avoir un avis après vous poser la question à chacun d'entre vous, d'après vos partis respectifs. Moi, je vois, vous en avez parlé, M. Lambert, une chose d'abord, c'est la participation citoyenne, mais autre chose que ce qu'on fait maintenant par des référendums et tout ça, c'est pas suffisant. Comme le propose d'ailleurs un député flamand, j'ai vu du PS, du SP, là, de faire une sorte de Sénat de citoyens, peut-être, il faut voir ensemble, tirer au sort, etc. Je ne sais pas comment, sur certains critères. Et pour moi, on doit avoir un contrôle permanent sur les politiques. Ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai moi-même fait de la politique religieux, voilà, le président d'un gouvernement, et je me suis rendu compte en faisant les marchés, puisqu'il fallait avoir des tonnes de signatures, que les gens n'en avaient plus rien à cirer. Et tous disaient, on a eu du mal à avoir des signatures. Pourquoi? Parce que les gens disaient, ou bien ils n'étaient pas verts, c'était une chose, il y en a beaucoup, c'est un peu ceux qui ne sont pas, qui ne peuvent pas voter. Et 2, on n'en a rien à cirer, c'est terminé, politiciens, c'est tous des menteurs, etc. Bon, ça c'est une chose concrète que je propose. 2, comme quelqu'un a dit, et monsieur l'a dit, il faut un rapport de force, et à l'Europe, et ici en Belgique, j'en ai parlé à Valais tout à l'heure, à monsieur Valais, c'est-à-dire un front. C'est peut-être naïf, mais il faut essayer au moins un front, on va dire, allez, moi je n'ose pas utiliser gauche, mais le plus élargi possible, qui va des colos, en passant par tous les petits partis, jusqu'au PTB, qui est déjà bien installé, aussi d'ailleurs. Et donc, je trouve qu'on pourrait plancher sur là-dessus, bien avant les élections, pas juste avant, et pas attendre quelques mois ou une année, comme on fait d'habitude. Et avec des gens de tous les partis, ça c'est ce que je trouve qu'on devrait faire. Après, je vous demanderai votre avis par rapport à vos partis, si vous êtes d'accord et si vous seriez d'accord avec un tel. Voilà. Donc 2 choses. Une, la participation, ça c'est obligé, on ne peut plus continuer comme ça, il faut que les citoyens contrôlent, proposent, etc. On n'a plus confiance dans les politiques. Et les gens nous le disent tout le temps. Et 2, l'histoire du front de gauche, on va dire, comme Mélenchon essaye de le faire, mais est-ce que, voilà, le PTB sera d'accord, etc. Donc maintenant, chacun d'entre vous, j'aimerais que vous me répondiez sur les 2 points. Donc, j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais être quelques remèdes pour sauver notre démocratie, et j'évoquais un système avec le champ, dont une tirée au sort, et alors on peut dire, oui, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Je crois que ça mérite quand même qu'on s'y arrête et qu'on essaie de voir si ça peut être opérationnalisé, mais je crois en effet que ça pourrait contribuer à réhabiliter, pas uniquement cette mesure-là, il y en a d'autres à prendre en plus,
mais en tout cas, ça me semble être tout à fait à soutenir. Est-ce que c'est une position d'écolo pour le moment? Non, mais en tout cas, je sais qu'on veut se repencher sur la question démocratique à l'intérieur d'écolo, et je suis content que ça arrive. Deuxièmement, sur la nécessité de rassembler, oui, ça, je suis absolument convaincu de ça. Je pense qu'aujourd'hui, les forces de la pensée unique s'amusent de voir leurs opposants dispersés. Ils se disent, mais bon, on rentre comme dans du beurre, et les quelques-uns qui résistent, de toute façon, ce n'est pas une armée, c'est des groupes de guérillas dispersés, et ils ne nous impressionnent pas. Ça, c'est vrai. Et je voudrais puiser mon modèle dans ce que j'ai observé il n'y a pas si longtemps. Alors, ça n'est qu'au niveau municipal, mais ce qui s'est passé à Grenoble, ce qui s'est passé à Saragosse, à Madrid, à Barcelone, qu'est-ce que je constate? C'est que des rassemblements larges, qui dans ces cas-là ont combiné, on va dire, la gauche radicale, les Verts et des citoyens, la société civile, mais vraiment des gens venus du monde associatif, eh bien, cette construction-là a permis d'emporter, en tout cas, le pouvoir municipal. Ça n'est pas le pouvoir national, ça n'est pas le pouvoir européen, mais ce genre de rassemblement a permis d'obtenir des victoires contre, je veux dire, les partis politiques traditionnels. De gauche ou de droite, soit dit en passant. Hein. Je veux dire, vous savez, moi je viens d'Anderlecht, qui était une commune socialiste pendant 55 ans. J'ai vu le clientélisme de près, ça n'est pas glorieux. Hein. Donc on peut porter une casquette rouge, ça n'est pas plus honorable à mes yeux pour ça. Donc il y a vraiment beaucoup à faire, mais donc je constate que ça peut marcher. Maintenant, est-ce que quand on a voté ensuite au niveau départemental pour prendre l'Isère, donc Grenoble, eh bien, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et donc déjà c'est l'échelon juste au-dessus, c'est un département, une province chez nous, on n'y est pas arrivé. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour crédibiliser l'alternative. Mais crédibiliser l'alternative, c'est pas seulement avoir un récit qui explique les défis de notre temps, mais c'est avoir un ensemble de solutions qui semblent relativement crédibles pour qu'on tente de les mettre en œuvre. Et ça même, c'est pas encore assez, parce que la politique est une affaire, et la démocratie est une affaire d'abord d'êtres humains, de femmes et d'hommes, et qui est basée d'abord sur un contrat de confiance, c'est-à-dire le vote à un moment, c'est un contrat de confiance. Et donc on peut avoir la meilleure lecture de réel, on peut avoir les meilleures propositions, en tout cas un corpus de propositions qui tient la route. Si les êtres humains qui portent tout ça sont perçus comme non crédibles, ça ne marche pas. Et non crédible, ça peut être parce que ça a l'air d'être une bande d'amateurs et d'illuminés, mais ça peut être, et je crois c'est surtout ça, une bande de types qui passent leur temps à se taper la gueule les uns sur les autres parce qu'ils ne sont pas exactement idéologiquement purs, et moi je suis plus pur que toi, etc. Ou le spectacle que donne Europe Écologie Les Verts pour le moment en France, mais ça c'est la recette du désastre. Donc ici c'est même pas qu'ils se disputent avec d'autres partis, c'est qu'à l'intérieur même, c'est devenu la foire. Et donc, ça c'est la recette de l'échec. Donc la construction d'une alternative crédible, il y a du chemin. Et le problème, c'est que l'heure tourne. Je veux dire, moi je dis, on est assis sur des bombes à retardement et la mèche est allumée. Donc on ne sait pas quand elles vont exploser, mais elles peuvent exploser. Et donc, il est urgent de forger cette alternative crédible. Mais en tout cas, tant qu'on n'y arrivera pas, tant qu'on ne sera pas capable de rassembler largement sur des solutions qui combinent, à mon sens, la radicalité du projet de transformation, autrement dit, on ne veut pas améliorer le capitalisme, on veut changer de système, mais par un chemin qui apparaît crédible. Parce que vous et moi, et pas seulement vous et moi, mais nos concitoyens ont peur aujourd'hui. Et tout le monde a peur du changement. C'est-à-dire, même on peut être là convaincu qu'il faut du changement, là, ça ne suit pas. Et donc, il faut une sacrée dose de confiance pour se dire, allez, on va tenter autre chose, toute autre chose. Mais bon, voilà. Mais vous seriez d'accord au sein d'Écolo d'essayer de faire mieux? Écoutez, observez simplement ma pratique politique. Je ne suis pas d'accord avec Marco surtout. C'est vrai? Ça commence. Non, mais oui, non. je constate que Marco et moi, on a plus d'aspirations communes que de différences. Et donc mon adversaire, c'est pas Marco. Et le problème de la politique partisane,
et ça c'est vraiment un problème grave, et je ne sais pas comment le résoudre, c'est que c'est souvent le parti qui est le plus proche de vous que vous considérez comme votre pire adversaire parce qu'il est concurrent. Alors qu'en principe, quand on fait de la politique, c'est pour défendre une cause, un projet de société. Et je pense que j'ai plus de valeurs communes avec Marco que je n'en ai avec Charles Michel. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Non, mais donc, quel intérêt j'ai à passer mon temps à dire oui, mais Marco, lui, il veut nationaliser toutes les banques, moi pas, etc. Quel intérêt on a à passer du temps à se taper la gueule les uns et les autres dans l'espoir d'être un jour le plus fort, pendant que les autres rigolent, alors que je pense que c'est d'abord nos adversaires communs qu'il faut combattre. Voilà. Oui, donc sur le premier volet, au PTBO est aussi effectivement contre cette conception qu'il faut une classe de politiciens professionnels qui se spécialisent, qui vit de ça. Enfin, moi quand je prends mon cas personnel, j'ai la chance, entre guillemets, d'être fonctionnaire et donc je peux récupérer mon poste de travail si je ne suis plus réélu ou si je ne me présente plus. Je me demande si d'ailleurs il ne faudrait pas prévoir que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé puisse récupérer son emploi quand il le perd, parce que effectivement, pour moi c'est simple, la question ne se pose pas, je suis en congé politique d'office, je ne peux même pas continuer mon job de fonctionnaire, et je suis sûr de retrouver un emploi, mais la question se pose réellement pour pas mal de gens, et si on veut qu'il n'y ait pas une classe de politiciens professionnels, ben, il faut prévoir ce genre de choses. Idem, ben voilà, des questions, des modes d'intervention. Effectivement, il ne faut pas que l'action politique se résume à aller voter une fois tous les 5 ans. Il faut une implication politique quotidienne de la population, des citoyens. Le référendum, c'est une manière, c'est pas la panacée, mais c'est une manière effectivement de mettre certaines questions au cœur du débat politique. On a vu quand même que les référendums sur la Constitution européenne avaient mené des débats très vifs, et à travers ces débats, une conscientisation et un débat politique très profond. Et d'ailleurs, l'issue du vote a montré effectivement que ça permettait ça aurait pu empêcher certaines choses assez infâmes de passer. Voilà, donc, référendum, c'est en tout cas quelque chose qu'on défend, et plus fondamentalement, je l'ai suffisamment dit aujourd'hui et d'autres jours, les mouvements sociaux, c'est une manière évidemment de faire de la politique au quotidien. C'est comme ça que le peuple peut se manifester politiquement de manière efficace. Voilà, donc, et il y a effectivement encore pas mal de pistes qu'il faudrait explorer, et je pense qu'il faut le faire pour effectivement changer le fonctionnement de la politique. Alors, sur la question du rassemblement, moi je pense que dans ma pratique, je cherche ce rassemblement. Bon, le rassemblement d'abord, il se fait, je le rappelle une fois de plus, dans les mouvements sociaux. Je pense qu'on se retrouve tous, et je vous invite tous à être présents le 7 octobre pour effectivement un rassemblement. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques d'austérité sont effectivement un enjeu stratégique, qui mérite une mobilisation et un rassemblement le plus large possible. Ça, c'est un aspect, donc, au niveau mouvements sociaux. Au niveau de mon travail parlementaire, chaque fois qu'il y a possibilité de faire un front avec d'autres parlementaires pour défendre des choses qui entrent dans ce qu'on défend, on le fait au-delà des étiquettes politiques, avec parfois des difficultés, parce que c'est vrai que les conceptions ne sont pas toutes les mêmes, mais par exemple, le cas des pensions, c'est un cas que je trouve assez exemplatif. C'est les pensions, effectivement,
il y a un front de différentes forces politiques à la Chambre pour se battre contre l'allongement de l'âge de la pension de 65 à 67 ans. Donc là-dessus, on est d'accord de se battre contre ce gouvernement. Si on analyse un peu plus la position fondamentale de certains partis, ben on se rend compte que les partis d'opposition sont contre la pension à 67 ans, mais disent qu'il est normal de travailler plus longtemps. L'espérance de vie augmente, donc on ne peut pas faire autrement que de travailler plus longtemps, mais la pension à 67 ans, ce n'est pas la bonne manière de travailler plus longtemps. Voilà, donc ça montre aussi toutes les difficultés qu'il y a à construire un front contre... Parce que voilà, on part quand même sur une base très différente. Nous, on dit, bon, travailler plus longtemps, c'est une absurdité. Ce qu'il faut, c'est travailler moins même. Il faut travailler moins d'heures sur la carrière, il faut travailler moins d'heures par semaine. Il faut revoir, il faut partager le temps de travail. Mais, voilà, il y en a d'autres qui disent, y compris dans l'opposition, non, c'est normal de travailler plus longtemps, mais la pension à 67 ans, c'est pas une bonne idée. Voilà, ça montre la difficulté aussi concrète de rassembler quand la position de fond elle-même n'est pas la même. Voilà, et puis alors il y a la question de rassemblement aux élections. Pour les élections, ben, là effectivement la difficulté elle est double. Je pense d'abord d'aller au-delà des vieilles querelles de chapelle qui peuvent exister, de voir aussi les divergences réelles qui existent entre un parti et l'autre, voir aussi le danger de se retrouver uniquement justement avec quelques chapelles et d'avoir les citoyens avec soi, parce que ça je pense que c'est l'essentiel, c'est que si on veut un mouvement large, il faut pouvoir mobiliser largement. Donc il y avait une tentative citoyenne, tout autre chose, justement, au-delà des partis, de rassembler plus largement. Je ne sais pas quel est le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui. Je vois en tout cas que l'équivalent flamand, Argo Venart, de toute autre chose, qui s'est créé avant, qui a commencé avant, je vois que le gouvernement flamand les attaque de manière assez brutale, donc je suppose que ça veut dire que ça marche, sinon il n'y avait pas des attaques de la part du gouvernement comme ça. Voilà. Moi, je n'ai pas eu de tout à fait les réponses, mais c'était clair, là pas du tout. Tu en rends tout, excuse-moi. Parce que bon, c'est très bien. Le point de vue personnel, Oui, je peux donner en dehors du débat et le mot de la fin, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Donc tu es contre, le PTB est contre un front de gauche, que ce soit clair. Un front élargi de gauche, avoir un rapport de force, vous êtes contre? Non, on n'est pas contre la preuve, c'est qu'on l'a fait aux élections et que, que vous n'en étiez pas, donc je ne sais pas, c'est peut-être mal placé pour donner des leçons dans le domaine, voilà, donc je ne vais pas lancer une polémique sur ce qui s'est passé, sur la position des uns et des autres. Je note simplement la difficulté de faire des choses. Donc maintenant, on peut avoir n'importe quelle idée, n'importe quel rêve d'un très large rassemblement avec la gauche, du Parti socialiste, avec des gens comme Philippe, etc. D'accord, on peut avoir ces visions. La question, c'est de savoir quelle est la possibilité, la crédibilité d'un tel projet. Voilà. On peut essayer. Voilà, je propose de laisser le mot de la fin à la cheville ouvrière de la Fédération de résistance. Moi, je voulais dire Et la grosse cheville ouvrière. Et pour le reste, voilà, ce sera dans les échanges personnels. sinon, après le je débat. dis tout de suite et puis je laisse la parole après-midi. Il y a une chose qui me dérange, moi, c'est dans ma façon de faire, mon parti, on ne se sent pas inclus. Voilà, j'ai fini. Et je remercie François Gault pour ses interventions. Là, au moins, j'ai compris quelque chose. Pour le reste, je n'ai rien compris. Bon, tu veux y conclure, alors, hein? Oui. Trop tard. Bon, voilà. Ici, l'esprit Mouvement de la Fédération de résistance, on doit organiser cette activité sur la fiscalité. Il faut savoir quand même que c'est l'élément clé de nos problèmes. Hein. Je prends l'exemple
du scandale LuxLeaks, il y a un procédure qui a fait un calcul, ça nous coûte 15 milliards par an. Or, le programme de Charlot Michel, c'est 11 milliards 5. Donc, il suffirait qu'une seule mesure sur ce point-là, plus d'austérité, c'est tellement simple. Hein. Il suffit de 5 minutes de pouvoir politique, vous m'avez dit le terme. Alors, quand c'est écrit dans le nom, le core business de la fédération de résistance, c'est d'essayer d'unifier le plus grand nombre possible de forces de résistance pour changer les choses. Hein. Et la LTP Charleroi, par exemple, a initié un groupe de travail qui voulait unifier toute la gauche et les autres forces. Ce qui a donné l'issue du PTBICO. Hein, on va faire des négociations. Hein, mais ce n'est pas suffisant. Donc ce qu'il faut, c'est poursuivre l'extension de l'unité. Hein, l'extension. Par exemple, le PSL a fait une réunion à Charleroi, et suite à ça, le mouvement de gauche a initié un groupe de travail pour aussi unifier les forces. Hein. Voilà. Et la GTB Charleroi, de nouveau, sur les rebelles de GTB, Charleroi. Et le 24 octobre, ils font une grande réunion publique, hein, avec l'invitation de tous les partis de gauche pour essayer de créer cette unité de gauche. Et en résumé, je dirais, ce qu'on doit avoir en Belgique, c'est un Syriza.be de Saint-Cypras. C'est la question du pouvoir politique. Si on n'a pas de pouvoir politique, on ne changera pas les choses. Il faut la Cour de France, mais il faut aussi le pouvoir politique. Voilà. Alors, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre, d'être présent à la manifestation syndicale à Bruxelles. Parce que si on reste le 7 octobre, toutes les forces qui sont contre nous vont éliminer la résistance. Et nous allons le payer très cher, très cher. Nous devons être le maximum possible le 7 octobre à Bruxelles. Merci.